un truc par rapport à l'Europe que je vous dis tout de suite avant de vous dire. C'est que vraiment, je pense que l'Europe, c'est une grosse daube et qu'ils font des choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de daube de l'Europe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une étude d'impact en France. Donc, une étude d'impact, c'est quand vous voulez monter une usine en France, par exemple une usine de produits chimiques, vous faites une étude d'impact avant que l'usine soit construite pour analyser l'eau, l'air, le sol, pour savoir s'il y a de l'arsenic, pour savoir s'il y a du pétrole, pour savoir s'il y a des produits dans l'eau, l'air et le sol. Et 3 ans après que l'usine, ou 2 ans qu'elle a été construite, vous refaites exactement les mêmes analyses. Donc vous savez, s'il y a un taux d'arsenic qui est élevé, que c'est à cause de la mise en place de l'usine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et bien l'Europe, il y a 2 ans, je l'ai dénoncé quand je me battais contre ça, sur l'exploitation de l'huile et de gaz de schiste qu'ils voulaient faire en France, qui est un truc innommable, qui pollue l'eau, le sol, la terre pendant 500 ans. Il y a des endroits aux États-Unis où ils ne peuvent même plus manger, ils ne peuvent même plus respirer tellement c'est dégueulasse. Tout ça pour récupérer des nanoparticules de pétrole. Ben, l'Europe a fait voter une directive comme quoi sur l'installation des usines d'exploitation d'huile et de gaz de schiste en France, il n'y aurait pas d'études d'impact. Ce qui veut dire que si jamais ils avaient réussi à installer des usines d'exploitation d'huile et de gaz de schiste, quand les gens ont eu des cancers, quand les gens ont eu des maladies, on n'aurait même pas pu prouver que c'était à cause de l'usine. Ça, c'est une loi et une directive qu'a fait l'Europe, et qu'on ne me dise pas que c'est au profit des populations. C'est uniquement au profit des exploitants d'huile et de gaz de schiste. Et un dernier petit truc qu'on m'a signalé, qu'il faut absolument que je vous le dise avant d'oublier, c'est que c'est vrai qu'une des lois macroniennes aujourd'hui, qui est passée en douce pendant les Gilets jaunes, parce qu'il faut que vous sachiez que pendant que les Gilets jaunes sont dans la rue, eux, ils ne chauffent pas à passer des lois scélérates. Ils viennent d'en passer une qui m'a fait exploser, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé, pendant une période de 3 ans sur plusieurs endroits, les enquêtes publiques. En France, même si quelque part une enquête publique c'était un avis consultatif, que c'était pas encore ça, au moins on pouvait savoir ce qui allait s'installer à 3 km de chez soi en consultant l'enquête publique. Où il y avait des heures d'ouverture, un commissaire enquêteur qui vous donnait les documents, vous pouviez les recevoir par Internet, vous pouviez savoir. Maintenant, grâce à M. Macron et son Premier ministre, ils vont vous construire une usine chimique à 3 km de chez vous, et vous allez le découvrir au bout de 3 ans d'utilisation, quand l'eau de votre robinet sera rouge. Parce que plus d'enquête publique. Rien que ça, pour moi, c'est une honte gouvernementale. C'est une régression par rapport à nos libertés et nos choix de vie. On ne pourra plus le savoir. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas savoir, mais dans les populations, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui peuvent vous alerter. Le type qui va voir à la mer, etc. Et bien ça, on n'aura même plus. Et comme on sera pris par notre travail pour essayer de bouffer, pour essayer de s'en sortir, ben on ne verra pas l'usine qui se construit. On ne lira pas sur les panneaux. Et c'est après, quand on sera malade, que quelque part on s'apercevra qu'ils ont construit ça. Merci, le gouvernement Macron. Lorsqu'on fera des interventions, lorsque j'interviendrai, Christophe fait un live. Si jamais vous ne souhaitez pas être filmé, il faut le signaler s'il vous plaît. D'accord? C'est le moment de lever la main, les mecs de la DGSI. Merci. Alors ça, vous connaissez? Ah, c'est quoi? C'est la Constitution française. 180 pages. On le vend, ça vaut 4 balles. 98 articles. Voilà. On est un peu emprisonné avec ce machin-là, de la Constitution française. L'article 3, vous connaissez tous. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est ce qui se passe après. Par ses représentants et par référendum, en gros, en résumé. Ce sont nos élus qui décident des lois qui leur seront appliquées. En résumé. C'est ça, je ne me trompe pas trop? C'est à peu près ça. Voilà, donc on est complètement emprisonné à l'intérieur de cet article 3. Donc on élit quelqu'un un jour.
Et puis, tiens, je voulais faire passer une petite vidéo pour 5 minutes, 2 minutes. L'engagement que je prends ici, devant vous, oui, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Et en particulier les 40% de retraités qui me paient CSG, taux super réduit. Oui, ceux-là non seulement ne verront aucune augmentation de leur CSG, mais leur pouvoir d'achat protégé, parce qu'ils ont du Alors ceux-là, je veux les protéger. Eh ben, je demandais aux retraités qui sont là, est-ce que votre pouvoir d'achat a été protégé? Il n'y a même pas un cas dit oui. Bon, des promesses, c'est bien, des promesses. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Il y a un usurpateur, il y a un pantin qui est arrivé à l'Élysée. Pardon? Il y a un pantin qui est arrivé à l'Élysée. Ah ouais. Ouais. En fait, il y a un gars qui, en 3-4 mois, a réussi à bien grimper grâce à quelques médias Corrompus. qui l'ont financé un peu son élection. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont voté aussi pour manifester contre le système. Et en fait, ce qui s'est passé au premier tour, ils se sont retrouvés tous les deux, Le Pen et Macron en tête. Qu'au deuxième tour, voilà, les gens n'ont surtout pas voulu du Front National, pour le dire comme c'est, et ont voté Macron par défaut. Il y a quand même un chiffre qui semble super important, c'est les 16,2 millions, vous voyez sur le tableau, là, qui représente le nombre d'abstentions de vote blanc et de vote nul, ce qui représente 34% des voix. 34% des inscrits. Pardon. Donc c'est quand même un chiffre phénoménal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que disait un peu Philippe tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, si tu l'as pas pris cet exemple pour aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si 5 personnes votent sur 10, ça fait 50% de vote. S'il n'y a pas d'abstention, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes sur 6, s'il y a beaucoup d'abstention, on est sur un taux beaucoup plus élevé que 50%, on est sur le 80-90%. Donc comme le dit Philippe, il faut absolument aller voter. Alors une petite question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment en démocratie aujourd'hui? Aujourd'hui, Philippe a posé la question encore une fois. Quand la définition de démocratie, c'est démos et kratos en grec, qui veut dire peuple et pouvoir. Le peuple, ok, mais le pouvoir, aujourd'hui, dans l'article 3, on n'est absolument pas représenté. On est en démocrature. Démocrature, c'est une définition possible aussi. Aujourd'hui, notre seule action au niveau du kratos, c'est de mettre notre bulletin dans le l'urne. Et puis, pendant 5 ans, il se passe quoi? On n'est absolument pas représenté. Enfin, si, nous sommes représentés, mais on n'a aucun pouvoir de décision. C'est quand même un gros problème sur le sujet. Par contre, qu'est-ce qui peut... Il y a des outils aujourd'hui qui existent, notamment le référendum d'initiative citoyenne. Si je prends 2 exemples en Suisse, ils ont accepté le frein à l'endettement en 2001, parce que l'Europe avait souhaité que l'endettement, le taux d'endettement soit diminué. Ok, la Suisse a joué le jeu. Sur le tableau de gauche, vous voyez un peu la courbe en rouge du taux d'endettement des Suisses qui a fortement baissé. Par contre, à droite, c'est la France. Et on voit qu'on est passé de 800 milliards d'euros en 2006 au double en 2016. C'est quand même fabuleux. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout va bien. Voilà, je ne fais pas de dessin. Qu'en France, par exemple, on a un système de retraite qui est en train de se faire tricoter complètement, alors qu'en Suisse, quoi qu'il arrive, les citoyens, aussitôt qu'il y a un sujet qui vient sur la table sur la retraite, ils ont recours au référendum d'initiative citoyenne et ils refusent. Voilà
voilà un pays, parmi tant d'autres, hein, il y en a un paquet de pays qui ont le référendum d'initiative citoyenne aujourd'hui. En France, pour l'instant, on ne fait que subir. Pardon? Non, c'est un exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a un... Non, parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun RIC qui est en toute matière. Aucun pays n'a le RIC en toute matière. Alors en France, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Si, on a l'article 11 qui nous dit que le référendum législatif est à l'initiative du président, ou depuis 2015, ils nous ont fait la messe avec un cinquième du parlementaire, et soutenu par un dixième du corps électoral. C'était quand même 4 700 000 personnes qui doivent dire oui ou non en fonction de la question, ce qu'on appelle le référendum législatif partagé. Et ensuite, on a l'article 89 qui est simple fait du président de la République. Donc, derrière ça, on ne peut absolument. Juste, Yann, c'est pas 4,5 millions qui doivent dire oui, c'est 4,5 millions qui doivent accepter la question avant le vote. Exact. Donc, c'est vraiment très compliqué pour avoir un référendum en France. Non, c'est impossible. Bah, si, c'est possible. En 2005, on l'a eu le référendum. À quoi? On l'a eu le référendum. 55% des Français ont voté non à la question: approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Pour le TCE, en résumé. Et ils ont dit 55% non. Oh! Mais Sarkozy n'en a pas tenu. Mais Sarkozy n'en a pas tenu. Allez, je fais ce que je veux. Bim. Allez, traité de Lisbonne, 13 décembre 2007. C'est moi, je le bon oui. Oh, bon. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez pas vu en sirop, vous l'aurez en suppositoire. Ouais, c'est bien résumé. Ça va. C'est l'année où les pharmaciens ont fait bénéfice. Ça va. Alors le RIC, il existe déjà dans beaucoup de pays, en Europe et dans le monde, en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, en Croatie, en Italie, jusqu'au Venezuela. Oui, vous voyez. Nous aussi, on voudrait bien faire. À qui Macron? En Façon de démocratie. On n'a aucun moyen, vraiment aucun moyen, si ce n'est de se mobiliser. Je peux résumer un peu comme ça. Qu'on se mobilise vraiment fortement pour que demain, le peuple français qui demande un RIC ait un poids de plus en plus important. Un petit résumé, on est combien? 70 millions de Français, 45 millions de votants, à peu près. Aujourd'hui, on est moins d'1 million à avoir signé la pétition en faveur de l'article 3. Donc pour l'instant, Macron nous dit: vous êtes gentils, les amis, mais on va encore attendre un petit peu, parce que là, votre petit million par rapport aux 45 millions de votants, vous ne représentez rien. Donc il faut absolument qu'on se mobilise, se mobilise, se mobilise, se mobilise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Je donne mes slides. Ah, je l'aime bien celle-là. Ah, je l'aime bien celle-là. Si j'osais, je le dirais. Nous avons rendez-vous avec l'histoire pour imaginer et écrire nous-mêmes le premier RIC en matière au monde. Il faut reprendre le pouvoir et faire instaurer le RIC toute matière et écrit pour nous-mêmes. Je trouvais que cette image était plutôt significative de notre combat. Il faut vraiment qu'on se bouge les fesses, je vais le dire comme je le pense. Et on doit vraiment se prendre la main tous ensemble pour essayer d'écrire quelque chose qui va faire changer notre vie et qui va faire changer la vie de nos enfants. Voilà pour moi. Alors, je reprends la parole. Donc oui, je suis d'accord, il faut qu'on fasse changer les choses pour nous, pour nos enfants, mais je pense que ça concerne le monde entier en fait. Parce que sinon on arrive à faire installer le RIC en toute matière, je pense que beaucoup d'autres pays suivront notre combat. Alors, le RIC est un outil qui confère la gestion publique de la cité au peuple souverain, cité comme citoyen. On ne devient réellement citoyen que si nous nous occupons nous-mêmes de notre cité. Le RIC est organisé à l'initiative d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens. Donc ça, en fait, ce sera à définir. C'est pour ça qu'on
vous en parlera un petit peu plus tard, mais il y a des ateliers constituants qui sont en train de se faire un petit peu partout en France pour réfléchir au RIC qu'on souhaiterait mettre en place. Donc la façon de le mettre en place, donc savoir si c'est à l'initiative d'un seul citoyen ou d'un groupe de citoyens. Notre souveraineté doit être entière, bien sûr, et le RIC peut être exercé sur toutes les thématiques. C'est pour ça qu'on dit un RIC en toute matière. D'accord ? On ne veut pas que, comme dans certains pays, par exemple, on nous retire la fiscalité, ce serait trop simple. Le champ d'application du RIC ne peut pas être limité. Le RIC peut être national, régional, départemental ou même local. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager des RIC locaux avec notre maire, par exemple, mettre des projets en place et les voter sous forme de RIC. Tout à fait. D'ailleurs, on en parlera peut-être un peu après, mais il y a des RIC locaux qui sont également en train de se mettre en place. Alors, comme dit Étienne Chouard, ce n'est pas aux hommes du pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, ça paraît logique. Sauf que pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs un extrait de ce bouquin que tu as passé. Voilà, le jeu, c'est comment changer la Constitution. Oui, alors la Constitution et le contrat, donc il lie l'employeur, nous, et les employés, les élus. D'accord ? Donc est-ce que c'est vraiment à nos employés d'écrire le contrat qui nous lie ? En général, c'est plutôt l'employeur qui les écrit. Alors nous devons savoir lire et écrire la Constitution. C'est ce que sont en train de faire de nombreux citoyens qui organisent les ateliers constituants. Donc c'est de ce dont je viens de vous parler. Alors, ça c'est un petit peu redondant. Est-ce aux employés d'écrire leur contrat de travail? Donc non, on a dit. À nous donc de l'écrire, ce contrat, et donc cette constitution, parce qu'en fait, on est un peu enfermé dans la constitution pour l'instant. Si vous mettez un petit peu le nez dedans, alors moi pour l'instant, je ne m'intéressais pas du tout à la politique jusqu'à début 2019 du coup. Je crois que j'ai voté une seule fois dans ma vie, parce que pour moi, effectivement, voter ne servait pas à grand chose, et vu que le vote blanc n'était pas reconnu, comme beaucoup d'entre vous certainement, je ne votais pas. Et quand j'ai lu la Constitution, parce que j'ai pris le temps de le faire, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a plus rien qui va dans ce pays, en fait. Il y a plein d'articles qui ne sont absolument plus, qui ont été détournés ou qui ne sont plus respectés. Donc il faut absolument commencer par ça. Alors, on peut prendre un exemple. Pour gagner son premier match, une équipe de foot doit beaucoup s'entraîner et s'entraîner encore. D'accord ? Donc, pour écrire une constitution, il faut absolument s'entraîner, la lire, réfléchir à comment on veut la modifier, etc. Et quelles en seraient les conséquences, d'où les ateliers constituants. Voilà, donc je vous invite, on va faire un petit débat, bien sûr, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et à la fin de cette réunion, si vous le souhaitez, on a un petit stand pour vous inscrire sur les ateliers constituants. Donc, voilà, donc vous pouvez avec grand plaisir vous joindre à nous. Donc ça fonctionne par petits groupes. Alors, je ne sais pas, on peut très bien imaginer qu'on est 10 ou 50 ou 100, peu importe. On fait des petits groupes de 4-5 personnes et on travaille donc sur différents sujets. Donc ça va être notamment la Constitution, comment la réécrire, dans quelles conditions. Et ensuite le RIC, comment le mettre en place, quelles sont les différentes solutions possibles. Voilà. Et l'idée c'est que chaque atelier constituant réécrive la Constitution et écrive son RIC. Et après, on va mettre par exemple 2 ateliers constituants la semaine d'après, par exemple, ensemble, pour que les 2 fois 5 personnes rassemblent leur de RIC pour n'en faire plus qu'un, etc. Et l'idée c'est de remonter comme ça à l'échelle donc communale, départementale, régionale, puis nationale. Et comme ça, on aura vraiment écrit un RIC en toute démocratie. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas peur. Et ça fait pas mal. Ça a l'air compliqué, mais je ne sais pas si vous faites ça. Je suis d'accord avec ce que dit Johan et Nathalie. Pour l'instant, c'est que des galops d'essai. Le but, c'est après d'arriver ultérieurement à ce
ce qui s'est passé en Islande, par exemple. En Islande, ils ont désigné par tirage au sort un groupe d'individus qui ont pris l'engagement pendant quelques temps, etc., de réécrire la Constitution. Et malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout, mais au moins c'était déjà un premier essai. Et le RIC, ça veut dire quoi? Avant toute chose, ça veut dire simplement reprendre le contrôle de notre vie. Je ne laisse pas les gens dire que le RIC c'est tout, etc. Le RIC c'est une espèce d'assurance vie. Est-ce que quand vous prenez une assurance vie, vous avez l'intention de mourir tout de suite? En général, non. Par contre, le fait de prendre une assurance vie, ça te permet de vivre plus sereinement, en sachant que s'il arrive quelque chose, eh ben, je me servirai de mon assurance vie. Et le RIC, pour moi, c'est un peu ça. C'est pas un truc dont on va se servir tous les jours. Il n'est pas question d'instituer la dictature du peuple, comme dans certains pays, où le peuple se réunit toutes les semaines et discute de tout et de rien. Et puis en fin de compte, discute de rien parce que la plupart du temps, les gens n'en ont pas envie. Et on tombe sur des commissaires politiques qui décident à la place. Le RIC, c'est à se servir si on en a besoin. Parce qu'il y a la Constitution, mais il n'y a pas que la Constitution. Le RIC, ça peut aussi servir à poser une loi. C'est-à-dire qu'il y a un individu plein de bon sens, comme il y a dans la salle, qui dit bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas une loi sur telle chose? Il peut poser cette question. Il faut qu'il réunisse un certain nombre de signatures en un temps donné. En général, c'est 6 mois. Il y a encore 6 mois pour avoir des débats contradictoires sur la loi et la voter après. Le RIC, ça peut servir aussi à faire tomber une loi. C'est-à-dire que si jamais nos élus, que nous avons élus qui sont nos mandataires, ne font pas leur boulot et qu'ils votent comme aujourd'hui ils le font. Aujourd'hui, ils votent des lois qui ne concernent pas le peuple. Et bien, si on le découvre, on peut abroger cette loi. Et le RIC, dans un des 4e thèmes qu'on a mis en place, c'est aussi un RIC révocatoire. C'est-à-dire que si jamais un élu déconne, met les doigts dans la confiture, etc., on peut le virer. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire. Mais encore une fois, si on n'a pas besoin du RIC, on ne s'en sert pas. Si une fois que la Constitution, qui est le gros morceau, est écrite, définie et votée par référendum, les 3 autres matières ou les toutes autres matières, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de s'en servir. Parce qu'on aura mis en place des élus qui seront là pour servir et non pas se servir. Est-ce que j'ai été clair? On y va. Question-réponse. Alors, tu organises bien le truc. Alors, rebonsoir. Alors, par contre, tu veux réécrire la Constitution, et réutiliser le RIC. Mais moi, je vais poser une question à M. Pasco, qui est bien au fait des choses. En novembre-décembre 2017, M. Valls a fait passer une loi qui a été appliquée au 1er janvier 2018, qui modifiait une partie de la Constitution. Crois-tu que ça ne va pas un peu bloquer justement notre volonté de vouloir modifier la Constitution et donc d'instaurer la RIC? Non, parce que la loi qui a fait voter, c'est pas une loi, c'est un décret, etc., qui a fait voter Valls. C'est pas si embêtant que ce que, pas des fake news, des propagateurs de rumeurs ont bien voulu dire. C'est une loi, si, c'est le parquet qui est plus solidaire, qui est encore moins, qui est plus à la botte du gouvernement et de l'État. On arrivera à changer la Constitution, encore une fois, et tout le reste, que si on est le nombre. Il n'y a pas d'autre. Tu pourras dire tout ce que tu veux, changer les élus sans changer le système, si on est le nombre et qu'on fait pression. Si, comme le disait Johan, on reste à 1 million de signatures sur cette pétition, qui n'est pas une fin en soi, c'est un plus. On n'obtiendra rien. Si on continue de céder à la pression et à la politique de tension qu'ils sont en train de mettre en place, si les Gilets jaunes ne sont pas capables de se renouveler dans leurs actions, il est évident que dans 6 mois, tu auras de moins en moins de gens sur les ronds-points et qu'ils auront gagné.
Si on arrive à inventer des nouvelles méthodes de combat, des nouvelles méthodes pour les emmerder de façon ciblée, si on continue à les harceler, à faire de la guérilla, semaine par semaine, tout en continuant à avoir des gens en faisant des pétitions et en ayant du monde, si on arrive à faire une manifestation où il y a 2 millions de personnes dans la rue, malgré tout ça, ils sont obligés de le faire. Ils seront obligés de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans ces cas-là, on revotera pour des députés et j'espère qu'on ne fera pas 2 fois la même connerie, qu'on ne votera pas pour les mêmes connards. À partir de là, si on a une assemblée, entre guillemets, avec des élus qui sont honnêtes, c'est eux-mêmes qui vont poser des lois pour le vote, pour le tirage au sort, pour revoir la Constitution. On va y arriver. Mais dis-toi pas que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens croient que demain, le RIC, ça va être posé sur la table, qu'ils vont le voter, et puis quand on va faire, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que les gens au-dessus, ils n'en veulent pas. Et ils font tout pour que les gens de moins en moins en veulent. Moi, je vois des partis politiques qui rentrent dans les réunions là aujourd'hui, qui disent le RIC, on ne veut pas, on veut le pouvoir d'achat. C'est le Parti communiste qui essaye tous de faire ça. Ils font rentrer les gens dans les gilets jaunes. Dire on laisse tomber le RIC, battons-nous pour le pouvoir d'achat, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que le pouvoir d'achat, une fois qu'on te l'a redonné, une fois que ton frigo il est plein, que tu l'as vidé, demain il sera vide ton frigo. Il faudra recommencer. Et nous, ce qu'on veut avec le RIC, c'est que ton frigo continue à être plein tout le temps. Tous les mois, Que ce qu'on te met dans ton frigo, ça soit plus de la merde avec des OGM et des E171, des E172. Et on ne peut le faire que si on a la capacité de pouvoir dire non, tu ne le feras pas. Parce que nous, on peut voter une loi. Si tu votes une loi qui nous oblige à bouffer des OGM, nous, on peut l'abroger, ta loi. Si tu es un élu corrompu, comme je connais de plus en plus d'élus corrompus en France, lisez mes livres, je mets leur nom, on te vire. On te vire. Et si la Constitution ne nous convient pas, parce que moi je ne suis pas kibelou seulement sur la Constitution, une fois qu'on l'a posée, on peut nous la refaire. Mais la refaire au profit du peuple, dans un esprit de partage. Parce que tous ces gens-là dont on parle, Johan et Nathalie, eux ne travaillent que dans un esprit de profit. Et par définition, le profit c'est réservé à quelques-uns. Et le partage c'est pour tous. Et on en a des preuves aujourd'hui. Il y a une augmentation, il y a en 2018, c'est des chiffres officiels, en France, il y a 40 milliardaires de plus. 40 milliardaires. Bon, je ne parle pas de millionnaires. Milliard, c'est 1000 millions d'euros. Je fais un petit parallèle, je me permets de te couper. En fait, on parle de millions, on parle de milliards, et personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Moi-même, je ne sais pas. Alors, j'ai fait un petit calcul parce qu'on m'a proposé la solution. 1 million de secondes, 1 milliard de secondes. Vous connaissez 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans et demi. Voilà le distinguo. Vous voyez, c'est énorme la différence. On dit, ah, c'est des millions de milliards, c'est énorme. Non, c'est énorme et c'est démentiel. Donc si on ne fait rien pour stopper ça par nous-mêmes, ces gens-là vont continuer de plus en plus vite à gagner de plus en plus d'argent sur notre dos. Et comme je dis toujours, le gâteau, c'est le même pour tout le monde. S'il y a une personne qui prend 90% du gâteau, il ne reste que 10% du gâteau pour les 90% du reste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a Oxfam qui a sorti un rapport où il y a 26 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus. 3,5 milliards d'individus, 26 personnes. Mais moi j'ai regardé, il y a 10 ans, il y en avait 480. Ça veut dire que ça va de plus en plus vite. Et ça veut dire qu'il nous en reste de moins en moins. 40 milliardaires en France l'année dernière. Mais combien de gens au RSA? Le reste de la population, parce que je vais vous donner un autre exemple où il faut vraiment qu'on se batte, c'est M. Macron, il n'y a pas longtemps, a dit on va taxer que 20% des salariés sur la taxe d'habitation. Vous vous en souvenez de ça? Oui. Sauf que, est-ce que vous avez noté, aussi bien que moi je sais noter, qu'ils ont aussi ajouté
que les 20% étaient ceux qui gagnaient plus de 2500 € par mois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80% de la population qui gagne moins de 2500 €. Et est-ce qu'on vit bien aujourd'hui avec 2500 €? Est-ce que être riche, parce qu'en plus ils ont eu le culot de dire que les 20% qui gagnaient plus de 2500 €, c'était des riches. Et qu'en dessous de 2500 €, on est des pauvres. Mais oui, 80% des salariés aujourd'hui, c'est Macron, il ne veut pas dire que je mens. Des pauvres fainéants. Gagnent moins de 2500 € par mois. Quand vous habitez à Paris ou dans une grande ville, 2500 € par mois, quand vous avez payé votre loyer, votre internet, votre voiture, vos assurances, l'assurance des gosses, l'école, qu'est-ce qui reste? Zéro. Zéro. On est pas Et ça va négatif. s'accélérer. Et merci les Je rappelle quand même que c'est un chiffre que je peux vous donner, c'est que dans 7 ans, à peu près, la moyenne globale des gens qui va partir à la retraite va être de 890 €. 890 €. Quand vous savez qu'une maison de retraite sans médicaux, 2000 et quelques. 2500 € par mois, 2000 à 2500 €. Voilà. comment va-t-on faire? Ils ont déjà trouvé des solutions. Vous voulez que je les donne? Que je vous les dise? C'est les enfants qui payent. Les Donc, enfants qui ils ont payent. passé une loi il n'y a pas longtemps où les petits-enfants Ouais. auront une saisie arrêt sur leur paye pour payer la maison de retraite du père et du grand-père. Donc, tu as des gosses qui vont arriver sur le marché du travail à 20 ans Qui vont et déjà, qui vont payer pour la maison de retraite de leur grand-père et de leur père. qui vont être déjà endettés. Ils vont être déjà endettés à arriver sur le marché. Vous vous rendez compte? Ils sont déjà endettés. C'est des solutions qu'ils ont trouvées pour des gens qui gagnent moins de 2500 €. On va déjà les ponctionner de 30% ou de 40% de leur salaire pour payer la maison de retraite. Qui, en plus, il faut que vous le sachiez, les maisons de retraite, c'est des SARL. Bien sûr. Moi, j'ai eu mon beau-père qui était en maison de retraite. J'ai voulu lui faire mettre la télévision dans sa chambre, donc faire un trou dans le mur pour installer une parabole pour qu'il puisse avoir Internet, je sais pas quoi, là. J'ai découvert qu'il fallait que je demande la permission au propriétaire de la chambre. Et le propriétaire de la chambre, c'était un pharmacien. Et je me suis aperçu que toute la maison de retraite était divisée en lots. Donc le pharmacien, il avait 5 chambres, le notaire, il en avait 3, etc. Et tous les mois, il touchait. Et puis je veux dire, dans une maison de retraite, c'est jackpot, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il y en a un autre qui rentre. Ils n'ont pas de moyens à payer. Est-ce que c'est ça la vie qu'on veut pour demain? On a intérêt à faire passer le RIC et on a intérêt à ne pas se laisser faire. Allez-y, question. Je vais me lever. Bonsoir à tous. Alors moi voilà, je voulais parler, comme je t'ai dit tout à l'heure, Yoann, c'est sur l'article 3. Alors moi je regarde les personnes qui ont signé la pétition. Juste avant de commencer les Gilets jaunes, on était à 50 000. Là, en espace de 2 mois, on est passé à 212 800. Ma question, bon, je compte pas ceux qui m'ont confirmé, ils sont à 88 000. Mais ma question, je voudrais savoir si vraiment, et comme je te dis tout à l'heure, est-ce que c'est fiable? C'est-à-dire que tout le monde me pose la question de savoir si l'article 3, quand on va sur le site, on signe, on confirme, ça d'accord, on l'a tous fait, est-ce que vraiment il n'y a pas un ralentissement sur ces chiffres? Parce que c'est tellement monté en flèche en l'espace de 2 mois, et là on sent qu'il y a un ralentissement. Et c'est pas faute que moi je continue de faire une distribution de tracts avec le rond-point de Senlis, mais ça je suis pas le seul, parce que j'ai vu aussi Beauvais, tout ça, il y a beaucoup de villes qui continuent de distribuer des tracts. On essaye de dire aux gens, allez sur le site, signez, et voilà. Et là je constate que et beaucoup de gens viennent me voir, ils me disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement? Est-ce que l'État ne met pas un frein? Non, c'est ça la question. Sur les pétitions, c'était où? C'est sur change.org ou mes opinions? L'article 3 est sur change.org? Non, mais la pétition, elle est sur change.org ou sur mesopinions.com? Ah, c'est sur l'article 3, ok. Alors, ok, ce qu'il faut que tu saches, ce qu'il faut que vous sachiez,
Et je suis bien placé pour en parler, parce que moi aussi j'ai fait une pétition il y a 3 ans maintenant sur le casier judiciaire vierge, pour être élu, et que là j'en suis à 240 000 signatures. C'est que malheureusement, et ça c'est vraiment un problème aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'émotionnel. Donc quand c'est à la mode, quand on en parle pendant 15 jours, tout le monde se précipite. Et puis après, il passe à autre chose. Et je vais te donner un exemple bien précis par rapport à ça, dont je me sers dans mes conférences. C'est que donc moi je rame depuis 4 ans pour que les gens signent ma pétition. Tout le monde est d'accord. Hein. Il n'y a pas une personne que je rencontre, sauf les élus, qui ne sont pas d'accord pour avoir un casier vierge pour se présenter à une élection. Quand j'ai un coup de pub à la télé, là-dessus, dans les jours qui suivent, j'ai une augmentation des signatures de l'âme. Mais après, ça se tasse comme pour toi, parce que c'est plus à la mode. Et les gens sont passés à autre chose. Je vais te donner un exemple. Je cite toujours cet exemple. Le mec qui a jeté un chat contre un mur, vous vous souvenez ? Ouais. 5 millions de signatures en 2 jours. 4 comités de citoyens qui se sont montés pour retrouver son adresse. Qui faisaient le guet devant le mur pour le voir passer toute la journée. 2 jours. Nous sommes dans une société de l'émotionnel. Donc les gens, ils réagissent à l'instant T. À l'instant T. Parce que ça passe à la télé, parce qu'on en parle. Et puis après, ils sont repris par leur truc et ils passent à autre chose. Malheureusement, il faut que tu en tiennes compte dans la façon dont tu bosses. Il y a des fléchissements, une super montée. Demain, sur ta pétition, je vais te dire une bêtise. Tu as celle qui fait Allô, on est quoi ? Nabila. Nabila, qui vient sur ton truc, qui te dit « Donne-moi, je veux signer ton truc. » C'est quoi? Si, elle va faire comme ça. Tu fais bien, d'accord. C'est ous, qu'est-ce que je signe? Tu lui fais voir. Ouais, non, mais je te dis, c'est comme ça. Tu lui fais voir où il faut signer, elle fait une croix. Ah ouais, elle va pousser. C'est gentil. Dans les 2 jours qui suivent, tu as 100 000 signatures de plus. Invite Nabila. Non mais il faut tenir compte du système, malheureusement. Il faut tenir compte du système. Il faut inviter les Marseillais. Ne crois pas que c'est parce que tu as les Marseillais de la raison télévision que les gens vont te donner raison. Il faut aussi l'habiller. T'as le million là. Et tous les jeunes, t'as le million. Il faut des comiques pour qu'on en parle. Il faut que tu trouves des gens qui te soutiennent. Il faut que sans arrêt tu réinventes quelque chose pour réalimenter la machine. C'est ce qui se passe en publicité. Tu vois, Michel, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de dire et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Il faut que l'on fasse des dizaines, centaines, milliers de réunions comme celle-ci pour sensibiliser les gens. Tu vois, on est 120 ce soir, 130. On a distribué 10 000 flyers. On a distribué 300 affiches. Malgré ça, je vais être super positif, on est 120. On aurait dû être 300, 400. D'accord? Donc des réunions comme celle-ci, il faut qu'on en fasse et qu'on en fasse et qu'on en fasse. Philippe parlait tout à l'heure de l'Agora qui aura lieu à Caen, c'est ça? Où ils sont en train d'essayer de trouver le zénith pour 7000 personnes. Je ne sais pas si tu imagines 7000 personnes. Ben, pour faire venir 7000 personnes. Ça va pas être ça. On a une réunion le 15 mars avec encore Philippe qui sera avec nous, avec Étienne Pasco. Pasco. Ils sont en train de nous faire un petit déjà. Vous êtes choix. Et avec Léo Giraud. On devrait être, j'ai réservé la salle, elle fait 800 places. J'espère qu'on sera blindé. Mais des réunions comme ça, on en fait à Saint-Jean-Chaussée, à Clermont-de-Loise. Eh bien, il faut qu'on en fasse à Compiègne, à Senlis. Il faut qu'on n'arrête pas. Il ne faut pas arrêter. Le but du jeu, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors, Philippe? Mais oui, on a de l'énergie, moi aussi. Et demander à Nabila de venir. Non, les Marseillais sont plus nombreux. Les Marseillais de la télévision sont plus nombreux. Et là, t'as tous les jeunes. Les Marseillais de la télévision. Et là, t'as tous les jeunes. La chiche, les gars. Et t'as tous les jeunes qui vont venir. Chiche, appelle Nabila demain. Je t'assure vraiment que je ne blague pas. Il faut qu'on sorte du conventionnel. Il faut faire dans l'original. Il faut faire dans un tas de choses. C'est à ce prix-là qu'on gagnera. Si vous faites dans le conventionnel, systématique, ça ne marchera pas.
c'est vrai, il faut faire quelque chose d'assez, surprenant, comme par exemple, je sais pas, faire voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler Non, c'est pas ça. Là, maintenant on appelle ça une ressource universelle. Et c'est pas un revenu, c'est une ressource. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas? Il va encore me replacer le petit démanger. Non, c'est pas le petit démanger. Non, mais oui, j'ai entendu parler de la ressource universelle, du revenu universel. On est d'accord. Encore une fois, attention à ne pas délier avec de tout la salade. Oui, la salade qu'on est en train de monter, il faut y mettre 3 ingrédients de base. Biologique. Si on commence à vouloir mettre de tout dans la salade, elle va être immangeable. 2, les gens ne vont plus comprendre. Donc je sais que c'est la tentation. Je peux te parler aussi de ce qu'on peut faire sur les APL, sur l'habitat, sur les handicapés. Si on met tout, et c'est ce que veut Macron. Ah bah évidemment. Macron, il veut surtout qu'on en rajoute. Allez, dites, donnez-moi plein de trucs. D'abord, je vais m'en servir pour les municipales. Ça veut dire. Et 2, plus on met de choses à demander, plus ça sera facile de nous les refuser et de nous en accorder quelques-unes. Donc, 3 choses. Le RIC, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, et une remise à plat des avantages et des privilèges de nos parlementaires. On peut y ajouter une cerise sur le gâteau qui est un symbole, mais qui ne rapporte pas grand-chose, c'est remettre l'ISF. Oui, mais ça, de toute façon, c'est le but. Et, parce qu'ils vont nous le mettre dans le référendum, le fait qu'on réduise ce qu'on verse aux anciens présidents de la République. Sorti de ces 3 choses, et de ces 2 petits trucs subsidiaires, qui de toute manière ils vont nous proposer, stop. Je veux même pas, moi, en entendre parler, parce que ça permet de semer le doute dans la tête des gens et de mettre trop de produits dans la salade. D'accord. Voilà. Je t'ai coupé là, excuse-moi. Mais je te conseille dans les réunions politiques intelligentes, de gens qui veulent changer le monde en profondeur, de continuer à faire des réunions pour proposer ce genre de choses éminemment intelligentes. Alors, plusieurs choses. Déjà, le RIC, je pense que ça s'entend de toute façon dans la 5e. C'est-à-dire que si on définit une 6e République, il sera de base dedans et peut-être sous une forme différente, mais c'est que là, aujourd'hui, le quinquennat a déstabilisé la 5e République de façon profonde et néfaste. On le voit là avec un imbécile incapable. Enfin, quoi que non, il fait très bien son boulot pour qui le paye. Maintenant, sur le RIC en lui-même, je pense qu'on doit se poser la question d'une recherche de consensus. C'est-à-dire qu'on doit être d'accord, montrer qu'on est d'accord. Moi, j'entends pas le RIC sans, par exemple, un quorum. On peut dire, voilà, il y a maxi 25% d'abstention. Il faut que les 3/4 des gens se soient déplacés. Et en dehors de ça, le référendum n'est même pas pris en compte. Il faut que les 3/4 des gens se déplacent. Moi, je pense aussi majorité qualifiée, c'est-à-dire que quand on fait voter les gens, 50%, j'en ai marre de la dictature du 50% plus une voix, c'est pas pour moi une notion de je cherche à construire quelque chose. Non, c'est je cherche à développer des oppositions. Alors, je suis plutôt pour une majorité aux 2/3. Sur les délais de carence aussi, se dire voilà, un RIC, ça doit avoir des délais de carence, on ne peut pas voter tout le temps sur le même sujet. Et se dire un sujet, il ne peut pas revenir avant au moins 18-36 mois. Et je pense que voilà, sur le RIC, il faut qu'on reste, de toute façon, en parler de façon simple, c'est-à-dire qu'il est sur les 4 points, législatifs, abrogatoires ou constructifs, constituants et révocatoires. Et après, derrière, dans sa forme, c'est quorum, majorité qualifiée, délai de carence, aucun sujet interdit. Et je pense qu'il faut rester simple dans ces sujets-là. 3e point sur la partie pétition. Alors, beaucoup de gilets jaunes travaillent et ils ne peuvent pas être partout,
mais beaucoup de gilets jaunes sont aussi des retraités, et je pense que la pétition peut aussi être le moment du porte-à-porte. On peut revenir aussi à des méthodes simples à l'ancienne qui ont fait leurs preuves. Il faut savoir que les gilets jaunes, ce qu'il y a de beau, c'est que ça a permis à tout un tas de gens qui ne se parlaient plus de se parler. Et ça, c'est... Voilà. Et je pense que c'est cette dynamique-là qu'il faut qu'on arrive à conserver. Et le porte-à-porte, quel autre moyen pour se parler en ayant un discours simple, clair. C'est-à-dire que c'est difficile de prendre en défaut quelque chose qui est aussi simple que ça. Il y a 4 points, 4 façons de voter, 4 raisons de voter, et on a telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. On va le définir plus précisément ensemble, mais l'idée est de le faire ensemble, dans de la co-construction. C'est-à-dire que je suis, alors moi, ma mission de gilet jaune, je ne suis pas sur les ronds-points. Typiquement, je suis sorti des ronds-points, je vais aux manifs parisiennes le samedi, histoire d'essayer d'être un des morts de Castanet. Là, oui, parce que c'est comme ça qu'on gagnera aussi. Je crois que c'était pour mort, on aura... Ils ont tué Zineb Redouane, ça n'a rien donné parce qu'ils ont réussi à se défausser, mais il y a une dame de 80 ans qui a été tuée par les policiers. Chez elle. Par la police de Castaner. Chez elle en plus. Et aussi en parlant à des non-gilets jaunes. C'est-à-dire que le RIC, j'essaie de le vendre de cette façon-là, tel que je viens de le faire là, à des non-gilets jaunes pour dire, et ceux qui sont contre, je ne dis pas, ah t'es contre, t'es con. Non, j'essaye de dire, mais qu'est-ce qui ferait que tu l'accepterais? Et en fait, je pense que c'est ça. Peut-être que c'est à nos retraités d'avoir cette mission-là aussi, puisqu'ils ont la plus belle des choses, c'est le temps. Et donc voilà, j'ai pas d'autres... Alors, il y a énormément de choses dans ce que tu viens de dire. Alors déjà pour le RIC, tu parlais de quorum, etc. Donc effectivement, tu es en train d'initier un atelier constituant parce que c'est exactement ce qu'on fait sur les ateliers constituants. C'est-à-dire qu'on définit exactement les conditions de déclenchement du RIC, etc. Donc je vous invite tous, même vous en famille, entre amis, lors d'un repas, d'une sortie ou d'un barbecue ou je ne sais quoi d'autre, de créer des ateliers constituants ou de nous rejoindre sur nos ateliers constituants pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc effectivement, toi tu as des idées avec ton quorum, etc. Donc il faut en discuter avec d'autres, il faut voir si vous arrivez à trouver un accord tous ensemble sur un seul et même quorum, etc. Donc ça c'est les ateliers constituants. Ensuite, attends, parce que t'en as tellement dit. Les gens qui ne sont pas gilets jaunes, je suis d'accord, c'est ce qu'on essaye de faire tous en fait. C'est qu'on essaye tous les jours de discuter avec son voisin, avec son collègue, avec les gens qu'on rencontre, ou on va tout simplement à leur rencontre pour essayer de les convaincre de notre bonne cause en fait. Parce que je crois que tout le monde est gilet jaune au fond de soi, c'est pas possible autrement, puisque ce qu'on demande c'est juste légitime. Pouvoir vivre décemment de son salaire, je pense que personne peut voter contre ça. Alors, on peut se fixer des objectifs. Moi, je sais que mon mari, il s'est fixé comme objectif tous les jours d'aborder quelqu'un dans la rue et d'essayer de le faire devenir gilet jaune. Donc, si on estime qu'on est aujourd'hui, je ne sais pas, 1 million, si tout le monde fait comme ça, demain on est 2 millions, après-demain on est 4 millions, et puis 8 millions, et ça peut aller très vite. Voilà. Il y a plein de façons de le faire, c'est sur les manifs en distribuant des tracts, en essayant d'aller à la rencontre des gens qui sont sur le bord des routes, c'est sur les ronds-points bien sûr, parce que c'est là que ça a commencé d'ailleurs, mais ce serait aussi bien d'investir d'autres ronds-points, parce que moi je vois dans ma région, dans le Val d'Oise, il y a très peu de ronds-points du côté de Roissy, Gonesse, etc. Il n'y en a même quasiment pas, je crois qu'il n'y en a pas. Donc c'est pour la raison aussi pour laquelle je me suis rapprochée de l'Oise. Il y a aussi ce qu'on fait ce soir, organiser des débats, donc ça c'est en train de se développer partout en France. Donc là c'est le premier dans l'Oise, il y en a un deuxième dans un mois, début mars il y en a un à Gonesse. Voilà, on essaye vraiment par tous les moyens d'alerter les gens parce qu'il y a encore énormément de gens qui se fient à ce qui se dit à la télévision, qui pensent que les gilets jaunes c'est des gens violents. Moi par exemple hier soir on est allé au deuxième débat de la ville de Gonesse, débat organisé par monsieur le maire. On est arrivé avec nos gilets jaunes et au début les gens nous ont regardé un peu de travers. On a expliqué notre expérience, on a dit qu'on était des Gonessiens, qu'on était chef d'entreprise et là tout d'un coup on a vu le regard changer et à la fin du débat ils sont tous venus nous voir en nous disant on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, on viendra à votre réunion du 6 mars et surtout lâchez rien.
Donc c'est plutôt encourageant. Mais je pense qu'il faut aller voir les gens. Et il y a aussi beaucoup de retraités qui sont chez eux, qui n'ont pas de télé, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer en France. C'est quelque chose d'historique. Il faut vraiment aller au devant des gens et essayer de mobiliser un maximum de monde parce que, comme disait Philippe, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Sans compter ceux qui n'ont pas Internet et qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, ta remarque sur le porte-à-porte, évidemment, elle est vachement importante parce que on a distribué, tu vois, des dizaines de milliers de tracts. Ça reste un tract qui reste dans une boîte aux lettres, mais ça ne vaut pas un discours de 5-10 minutes. Je pense que pour Clermont, on va peut-être adopter une stratégie un peu différente. Parce que je vois ici, on a distribué combien? 3000 boîtes aux lettres 3000 boîtes aux lettres. Eh ben, j'aurais peut-être dû aller voir 300 personnes et puis discuter de 300 personnes, on aurait peut-être eu 200 de retour possible. Voilà. Donc, l'équipe ricoise, on a du taf. Ouais, il faut pas afficher ça. D'ailleurs, il n'y a pas que l'équipe ricoise, hein, ceux qui veulent nous. Apparemment. Voilà, donc on va certainement être obligé de changer de stratégie pour essayer. Et on va être obligé d'aller chercher les gens chez eux. Et oui, et oui. Clermont, c'est le 15 mars. Hein. 15 mars, oui. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de te renseigner auprès de la mairie de Clermont s'ils n'ont pas un journal local au sein duquel. Pardon? Alors, voilà, bah, c'est bien parce que nous, sur Gonesse, en fait, le maire nous a demandé notre affiche, il va l'inclure, et il nous a demandé un texte de 500 caractères, voilà, 500 signes. Donc fais-le vite, parce que c'est possible, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Gonesse, il va le mettre dans 10 000 boîtes aux lettres. Et ce journal-là, local, il est lu, il n'est pas jeté à la poubelle. Tous les Gonessiens le lisent, parce qu'il contient énormément d'informations. Voilà. On va les faire, bien sûr. Hein. Moi, j'ai prévu entre 40 et 50 000 tracts, mais je peux peut-être en faire 10 ou 20 000 de moins et puis prendre plus de temps pour aller voir les gens. C'est exactement ce que je voulais savoir, c'est par rapport à Christophe. On a commandé 50 000, c'est ça? J'ai pas encore commandé parce qu'on voulait avoir. Il faut qu'on décide ensemble. Ok. Moi j'ai une question pour vous tous, en fait, excusez-moi, je donne la parole mais je la prends de temps en temps. Vous avez bien saisi en fait comment on pourrait faire un atelier constituant. Est-ce que tu aurais un exemple de retour de ce qu'on a déjà fait les semaines passées, Johan? Tu l'aurais sur ton ordi? Non. Non. Dommage. Je t'avouerais que j'ai été un peu pris avec l'organisation de bah cette oui, nous tous. Hein. En fait, alors tout à l'heure Nathalie expliquait, on se retrouve, donc là on est là. Et ben c'est comme si on disait, bah tiens, le petit groupe là, ils se met ensemble, et on va réfléchir sur comment on va déclencher le RIC. C'est-à-dire qu'on peut décider, donc ce que tu disais, l'histoire du quorum, je n'ai pas ton prénom, excuse-moi. Marcel. Voilà, l'histoire du quorum, on peut décider que c'est à partir de X personnes. Ou on peut décider que c'est à partir de X pourcentage des votants. Et tous les mots, et c'est un jeu très, enfin moi personnellement, je trouve que c'est un jeu très intéressant, parce que, eh ben on se prend au jeu en fait. C'est-à-dire que, ah oui, mais pourquoi tu dis ça? Pour ça, ça, ça et ça. Et toi, pourquoi tu dis ça? Ah ouais. Et est-ce qu'on, après, il faut trouver la synthèse en fait. Et on le fait par petits groupes, et puis on confronte. Attention, hein, le terme de confronter, c'est mettre en face, c'est pas mettre, c'est pas l'impact. Hein. Oui. Voilà, c'est prendre avec, comprendre, prendre avec. Et donc, comprendre l'autre groupe pour pouvoir avancer ensemble. Dans les ateliers constituants, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, plus avant, mais dans les ateliers constituants, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc nous, on s'est prêté au jeu, on était une vingtaine, on a fait 4 groupes, on a retrouvé, on s'est retrouvé plusieurs fois. C'est déjà la deuxième fois, donc la première fois on était 5, la deuxième fois on était 10. Et on a pris
tout ce qui a été dit. Et de tout ce qui a été dit, on a rempli le tableau. Avec ce tableau, on l'a rempli que si on était tous d'accord, à la formulation près. Et ça, c'est discuter la fois d'après encore. À 7 heures. C'est ça en fait. C'est prendre cette habitude de discuter, de confronter, de se mettre d'accord pour pouvoir nous l'écrire et proposer à la fin un texte complet. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelques lumières de plus. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur les... Alors je voulais rebondir, oui, sur les tracts. Plutôt que de les mettre dans les boîtes aux lettres, je voudrais vous faire partager un peu l'expérience que nous on a. Je fais partie du groupe de Champy-Méru. Les boîtes aux lettres, ça ne marche pas. Ce qu'on a fait, on a fait ça un petit peu à l'ancienne, comme les vieux politicards. On est allé sur les marchés, et on a démarché carrément. On est allé voir les personnes avec notre tract, et puis on est allé au contact, on est allé discuter avec les gens sur le marché de Chambly et sur le marché de Méru. Croyez-moi qu'on a eu un excellent retour, pas excellent retour. Mettons sur 200 tracts distribués, on a eu une quarantaine de contacts. Voilà. Donc le pourcentage est quand même assez intéressant. Et je pense que nous, de notre côté, on va encore mettre d'autres actions, justement, pour se montrer, et puis parler du RIC et parler aussi des Gilets jaunes. On avait mis aussi en place une récolte de denrées alimentaires à la sortie du supermarché. Et ça avait très bien marché. On avait récolté 400 kilos. On est posé à peu près. Et on leur donnait une association caritative. Et ça passait un petit peu dans la presse. Et ça aussi, ça nous a donné une autre image de ce mouvement. On va aussi manifester à Paris, on va aussi manifester à Beauvais. On a fait Compiègne la semaine dernière. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les tracts dans les boîtes aux lettres, c'est pas forcément le meilleur. Le mieux, c'est le contact. C'est d'aller au contact humain et d'aller démarcher les personnes pour ne pas avoir peur, d'aller discuter, tout simplement. Voilà. Je vais me permettre un truc. Donc vous avez compris, je suis le mari de la dame qui est là. C'est à cause d'elle que je suis gilet jaune aussi. Parce qu'un soir, elle m'a dit, écoute, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a regardé les informations, on a regardé un petit peu sur Facebook, et à un moment donné, on s'est dit, enfin, elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on franchisse le pas. Et elle a choisi une très bonne date, le 2 janvier, hein, voilà, après les fêtes. Et je lui ai dit, écoute, moi je veux bien qu'on aille voir Eric sur les champs, il n'y a pas de problème, mais vu son actualité, ça risque d'être un peu sportif. Donc on a franchi le pas, et 2 heures plus tard, hein, on était dans un bus de la police nationale. Alors c'était pas pour un... C'est sympa comme tour opérateur, mais ça se limite. Hein. Je voudrais savoir, ce soir-là, si dans la salle, je voudrais juste que vous leviez le bras, les gens qui ne sont pas encore gilets jaunes et qui n'ont pas encore franchi le pas, y en a-t-il? Donc ici, en fait, il n'y a que des gilets jaunes. C'est ça? D'accord, en fait, donc ici ce soir, il n'y a que des gens convaincus. D'accord. Bon, bah, on a la liste de tous ceux qui vont faire les prochains ateliers constituants, alors. Bon, bah, vous mettez vos petits noms, là, sur les feuilles, et puis on se retrouve soit à Compiègne, Senlis, Beauvais, et Clermont-de-Loise. Voilà.